Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de présentation du service Lambda, le service serverless, qui veut dire sans serveur. Alors comme d'habitude, on va voir l'introduction, les fonctionnalités, rapidement les cas d'usage, un petit résumé et on va passer à la pratique. Alors en introduction, si on veut définir le service Lambda, nous pourrions dire que c'est un service de calcul, tout simplement, où vous pouvez télécharger votre code que vous avez écrit dans différents langages, et grâce à ce code, vous allez pouvoir créer des fonctions dites fonctions lambda. Alors AWS prend soin de provisionner les ressources nécessaires, de gérer les serveurs qui seront utilisés pour le code, ce n'est pas à vous de les utiliser, on l'a déjà vu quand ce sont des services AWS à proprement parler, du coup l'infrastructure est entièrement gérée. Vous n'avez pas à vous inquiéter du reste non plus, il n'y a pas que l'infrastructure, il y a tout ce qui est système d'exploitation, mise à jour, mise à l'échelle, etc., etc. Alors, prenons un exemple concret. On a la volonté d'exécuter du code, donc on va avoir une petite fonction, donc là, la fonction Hello World pour afficher Hello World. L'exemple n'est pas correct puisqu'on ne va pas se servir de lambda pour afficher Hello World sur un écran. Toutefois, c'est la première fonction qu'on apprend. Quand on apprend un nouveau langage, un nouveau code, on utilise cette première fonction pour essayer d'avoir des points de repère par rapport aux autres langages que l'on connaît déjà. Alors, imaginons qu'on ait un morceau de code, peu importe ce qu'il fait, il nous faut une infrastructure. Cette infrastructure, elle est composée de capacités de calcul, de capacités de mise en réseau et de capacités de stockage. On l'a bien vu quand on provisionne une instance EC2, on passe par toutes ces étapes de sélection. On choisit le type d'instance, capacité processeur, mémoire, etc. Ensuite, en fonction de l'instance, on aura des différentes capacités réseau. On va avoir une carte réseau, 4 cartes réseau, 1 gigabit, 10 gigabits. Enfin voilà, on va avoir plusieurs catégories. Et du stockage, on l'a vu avec le stockage EBS, on va pouvoir avoir un stockage éphémère pour le système et potentiellement on peut rajouter n volumes EBS de n gigas et choisir comment ils fonctionnent ensemble. Une fois qu'on a cette infrastructure physique, il nous faut un système d'exploitation serveur, parce que on n'est pas sur un ordinateur normal, on est sur un gros ordinateur qui a une grosse carte mère avec beaucoup de processeurs. On a vu qu'il y avait des cartes mères qui disposaient de processeurs qui allaient de 8 à 16 à 32, voire 64 cœurs physiques dans le processeur, sur un seul socket, ce qu'on appelle, c'est-à-dire l'endroit où on connecte le processeur, et il y a certaines cartes mères qui disposent de 8 connecteurs pour mettre jusqu'à 8 processeurs. Donc vous voyez, on peut avoir une foultitude de processeurs, et du coup, il faut un système d'exploitation serveur qui, lui, va être capable d'utiliser toutes ces ressources. Par-dessus, il nous faut ce qu'on appelle un hyperviseur, donc lui qui va permettre la virtualisation de ces ressources, et va gérer les entrées-sorties pour les processeurs, pour le réseau et pour le stockage. À partir de ce moment-là, on va pouvoir provisionner, donc là j'ai mis des instances EC2, Linux, Windows, ou des conteneurs, alors qu'on n'a pas vu, mais imaginez qu'en fait un conteneur, c'est un morceau d'un système d'exploitation, un tout petit système d'exploitation, dans lequel on ne va mettre uniquement que ce qui est nécessaire pour faire tourner un programme. C'est au lieu de mettre je vais prendre un exemple tout bête, dans un Windows, vous avez des librairies qui servent à utiliser la calculatrice et le bloc-notes. Mais si ça se trouve, il y a des utilisateurs qui ne vont jamais utiliser la calculatrice ni le bloc-notes. Donc il y a tout un tas de ressources consommées pour héberger et avoir la capacité de lancer ces programmes qui est complètement inutile. Donc en fait, dans un conteneur, ce qu'on a fait, c'est qu'on va prendre le noyau du système d'exploitation et on ne va lui rajouter uniquement que les briques nécessaires pour un programme particulier, ce qu'on appelle des dépendances. Donc tout ce qui est accessoire et tout ce qui n'est pas vital pour ce programme sera ne sera pas ajouté. Donc c'est vraiment de l'optimisation et du coup un conteneur est très très léger. Il fait quelques mégaoctets et avec le programme dedans, ça fait
quelques dizaines ou quelques centaines de mégaoctets, mais c'est très très léger. Ça consomme très très peu de ressources, très peu de mémoire, et du coup, on peut en provisionner plein, alors que lorsque on utilise une instance EC2, on va virtualiser les entrées-sorties CPU, réseau et stockage, mais on va se les accaparer. Avec un container, on est vraiment à un niveau de virtualisation où on va pouvoir provisionner ce type de conteneur par centaines sur un seul serveur. Alors que sur un hyperviseur, des instances EC2 ou sur un hyperviseur VMware, on va pas forcément pouvoir provisionner autant de ressources qu'on va provisionner de conteneurs. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire, parce que c'est très important de savoir ce qu'est un conteneur aujourd'hui, donc il fallait que je fasse une petite parenthèse. Ensuite, on va avoir les binaires et les librairies. Alors les binaires, c'est rien d'autre que les programmes, les exécutables, et les librairies, ce sont toutes les fonctions nécessaires pour que le programme s'exécute. Donc, par exemple, on va avoir des librairies de langage informatique. Par exemple, on va avoir des librairies pour le langage C, pour le langage Python, pour le langage .NET de Microsoft. On va avoir des programmes à installer qui vont être basés sur des binaires et des librairies. Une fois qu'on les a installés, à ce moment-là, on peut exécuter le code. Donc vous voyez, toute cette architecture physique et logique est nécessaire pour exécuter du code. Et habituellement, c'est à vous de vous en préoccuper. Donc vous avez besoin d'avoir une équipe informatique, des gens qui savent physiquement racker les serveurs, installer des systèmes d'exploitation, paramétrer un hyperviseur, payer les licences de l'hyperviseur, s'assurer que le type d'instance que l'on veut provisionner ou le type de machine virtuelle ou de conteneur est bien disponible directement en quelques clics qu'on puisse choisir, et ensuite une fois que c'est installé, il faut s'y connecter et installer les librairies et les binaires. Donc ça prend quand même pas mal de temps, pas mal de ressources. Et bien en fait le service lambda va vous permettre d'exécuter vos applications en fonction directement sans avoir à vous occuper de tout ça. Alors du coup, en résumé, on se dit que lambda c'est un service de calcul, c'est un service sans serveur, et c'est un service activé par des événements. Et là, si ça se trouve, vous dites, tiens, c'est intéressant, on va faire un petit script pour pinguer nos sites web de production, et lorsqu'on a une alerte, on testera en premier nos 3 serveurs, puis on l'enverra, le résultat, directement à nos équipes par SMS. Alors, dans l'idée, oui, mais non. Déjà parce que CloudWatch est là pour faire ça, mais surtout pour des raisons de sécurité, Lambda tente d'imposer le moins de restrictions possible aux activités normales du langage et du système d'exploitation. Mais il y a quand même quelques activités qui sont désactivées. Comme les connexions réseau entrantes sont bloquées par AWS Lambda, et pour les connexions sortantes, seuls les sockets TCP/IP sont supportés et les appels de système Petras de débugage sont bloqués. Ça, c'est pour les techniciens qui se diraient, tiens, je vais essayer de voir comment ça fonctionne. Non. Et par ailleurs, le trafic du port TCP/25 est également bloqué en tant que mesure anti-spam. Donc voilà, il y a des cas d'usage un petit peu restreints. On peut faire absolument tout ce qu'on veut, mais vraiment dans l'idée applicative du terme. On n'est pas trop du côté système en fait. Donc voilà, pensez à bien lire les autorisations, le périmètre d'action de Lambda avant de vous lancer dans la mise en place ou l'écriture de fonctions complexes. Alors on a tous un langage préféré, forcément, et AWS a bien fait les choses, puisque pour écrire vos fonctions, vous avez la possibilité de les écrire dans tous les langages, j'allais dire, tendance et efficace, Node.js, Java, Python, .NET, Go, Ruby, même du Rust maintenant. Donc là, je pense qu'il y a de quoi couvrir. Alors si votre langage n'en fait pas partie,
c'est que vous avez loupé peut-être... voilà, il y a jetez un coup d'œil au Python et au Ruby et vous allez voir que, à mon avis, vous aurez très peu de limites en termes de capacité d'écrire des fonctions lambda. C'est vraiment des langages très puissants. Alors une fois que vous avez écrit votre fonction dans le langage qui vous convient le mieux, vous avez plusieurs façons d'utiliser le service lambda. Soit comme un service de calcul déclenché par événement, soit comme un service de calcul déclenché manuellement. Alors, vous avez dans le déclenchement par événement la possibilité de générer des événements ou de conditionner des événements. Par exemple, on peut conditionner que toute action dans un compartiment S3 déclenche une fonction lambda. Ou que toute mise à jour dans une base de données DynamoDB, dans une table particulière, voilà, on va dire, voilà, dès que là, si tu interviens ici, à ce moment-là, ça déclenche cette fonction lambda. Alors, sinon, vous pouvez l'exécuter manuellement ou alors via un programme qui, lui, en fonction de ses besoins, va faire un appel. Alors, il peut utiliser API Gateway, il peut utiliser le SDK, ça peut être un développeur qui utilise son command line. Voilà, vous pouvez choisir la façon dont déclencher lambda. Et les événements, en anglais, on les appelle triggers. Triggers pour... littéralement, c'est le pistolet, la gâchette ou l'amorce. Quand on met une amorce, on appuie sur la gâchette et pan, ça déclenche quelque chose. Voilà, c'est le trigger, le déclencheur. AWS appelle ça les événements. Alors, écrire des fonctions conditionnées sur des déclencheurs par événement, ça peut générer des cas d'usage. C'est vraiment votre imagination, encore une fois, la limite. Vous pouvez écrire des applications web, faire des sites web statiques, avoir des applications web complexes, vous pouvez faire des applications d'arrière-plan, avoir des applications mobiles, des services, de l'IoT, pour l'Internet of Things, qui est en fait l'Internet des objets, qui sont des tout petits objets, par exemple des capteurs de température ou des choses comme ça qui remontent des valeurs. Voilà, vous pouvez avoir à gérer le back-end, donc l'application elle-même qui va recevoir ces informations, vous pouvez le traiter avec lambda. Vous pouvez aussi faire des traitements de données en temps réel, de la compression, exécuter des lots par exemple de batch de scripts sur événements. Vous pouvez aussi concevoir des chatbots. Vous savez, c'est les petites fenêtres en bas qui apparaissent en disant avez-vous besoin d'aide ou avez-vous besoin d'être contacté par un de nos hotliners ou un de nos experts sur un site web. Eh bien, ce sont des chatbots qui sont conditionnés à des événements. Et si vous commencez à leur parler, en fonction des mots-clés que vous allez mettre, ça va déclencher des fonctions un peu particulières. On va dire que si quelqu'un répond juste oui, bon bah à ce moment-là, paf, ça envoie directement une demande de connexion pour déclencher une conversation avec le client. Vous pouvez aussi développer des skills Alexa. Alors ça c'est extraordinaire. Vous allez pouvoir conditionner en fonction de mots-clés que vous aurez définis des réactions d'Alexa, l'intelligence artificielle, en tout cas je sais pas comment, l'assistant vocal, on va dire, d'AWS, donc avec un Amazon Echo, vous allez pouvoir utiliser ça et développer des conditions. Par exemple, vous pourriez écrire des tests AWS pour vérifier votre niveau en disant, bah voilà, tiens, je vais saisir des questions pré-remplies,
les réponses, et je vais demander à Alexa de m'interroger là-dessus lorsque je lui demande Alexa, fais-moi passer mon test Solution Architect, ou fais-moi passer mon test administrateur, ou sysops, dev. Enfin voilà, vous pouvez écrire, conditionner des événements à partir de ce que vous allez dire à Alexa avec Lambda. Vous pouvez également faire tout type d'automatisation. On l'a vu, et c'est carrément recommandé dans le cloud. Plus on a la capacité d'utiliser des services de type lambda, plus on aura de retour sur investissement, parce que tout sera automatisé. Si vous voulez, l'objectif c'est qu'il n'y ait plus d'intervention humaine pour que votre business tourne automatiquement. Par exemple, vous développez une application pour mobile, il ne faut pas que cette application nécessite qu'un humain intervienne pour que l'utilisateur puisse profiter de toutes les fonctions. Il faut que tout soit automatisé. L'utilisateur, de l'inscription, de l'utilisation, de l'abonnement, voilà. Tous les usages doivent être automatisés. Et Lambda, tout comme les autres services, on l'a vu, vont bénéficier automatiquement de la mise à l'échelle. Et du coup, si véritablement votre application a du succès, à ce moment-là, vous allez pouvoir passer à 20 000, 200 000, voire 1 million de clients automatiquement sans vous préoccuper. Après, le business, ce sera plutôt de comment je gère l'organisation de mon entreprise et comment je continue à me développer. Voilà, c'est véritablement le cloud va gérer pour vous tout le métier de l'IT, tout ce qui est l'information, tout ce qui est informatique, infrastructure. On va refaire toutes les étapes, hein, du physique au logique. Vous vous concentrez sur le développement. Donc ça, c'est vraiment tous les cas d'usage. Comme je vous ai dit, je les ai pas tous mis. La limite, c'est aussi votre imagination. Vous pourriez vous-même créer de nouveaux cas d'usage avec Lambda. Alors rapidement, on va voir un cas d'usage standard. Vous avez développé une application qui permet à vos utilisateurs de partager des photos, par exemple avec la fonction miniature. Donc à chaque fois qu'une photo est prise, elle est copiée dans S3. À chaque fois que la copie d'une photo est réalisée dans S3, ça déclenche un trigger. Le trigger déclenche l'appel d'une fonction lambda miniature. La fonction consiste à créer une miniature de l'image. Et une fois que la miniature est créée, ça déclenche une fonction de copie. Et cette fonction de copie de la miniature retourne dans S3. Donc on peut rajouter, modifier, vous voyez, on peut absolument faire tout ce qu'on veut. On va voir ça hein, dans les travaux pratiques. Alors si on prend par exemple, alors avec un autre mode de fonctionnement, on peut avoir l'interrogation directement d'une application Medeo via API Gateway, qui déclenche le trigger, qui va dans Lambda, qui en fonction de la région et de la géographie de l'utilisateur va aller dans la bonne table récupérer la valeur de la température, la renvoyer à Lambda, Lambda va la renvoyer dans la réponse à API Gateway va renvoyer directement la réponse à l'utilisateur. Voilà le cas d'usage sans que vous ayez à vous occuper de rien, ni faire tourner d'infrastructure. Cette requête va avoir une durée par exemple de 3 à 5 secondes. Imaginons que vous ayez 100 000 requêtes dans la journée, vous allez payer que pour le temps d'exécution. Si vous avez votre application qui tourne dans des instances, dans des machines virtuelles VMware dans votre infrastructure, elle va consommer du courant en permanence, elle va nécessiter qu'elle soit surveillée, etc., etc., etc. Là, tout est géré par AWS, vous ne paierez qu'à l'usage. DynamoDB, pareil, API Gateway, pareil. Vous n'utilisez aucune infrastructure. Si vous avez 10 requêtes par jour, ça va vous coûter 0,000, voilà. Et si vous avez 4 milliards de requêtes dans la journée, vous allez payer X
en fonction de la consommation. Mais voilà, c'est la mise à l'échelle, vous en occupez pas et vous ne payez qu'à l'usage. Donc c'est ça l'intérêt véritablement des services AWS dans le cloud, c'est de favoriser autant que possible l'usage de ce type de service. Alors les interactions possibles entre ce type de service, elles sont connues, quasi infinies, et elles augmentent quasiment tous les jours, puisque tous les services AWS sur sa feuille de route a vraiment la volonté de faire en sorte que Lambda puisse être intégré autant que possible dans tous les cas d'usage des services. Donc si on regarde dans les entrepôts de données, S3 va vous donner la capacité de stockage des objets, Amazon DynamoDB en NoSQL, Kinesis va vous permettre de récupérer des dizaines de données stockées sur l'internet pour aller faire des statistiques et les rediriger, conditionner les traitements avec Lambda. Cognito va vous permettre d'automatiser vous savez, la fédération d'identité sur mobile. Donc si vous aviez besoin non pas de NoSQL mais plutôt de bases de données relationnelles, vous allez plutôt utiliser Aurora. Et si vous intercalez Lambda entre ces services, vous allez pouvoir développer des solutions complexes, avertir vos utilisateurs avec SNS. Avec SES, vous allez pouvoir automatiser l'envoi d'emails. Voilà. CloudWatch n'est pas forcément utilisé pour la supervision, puisqu'on a vu que les services étaient gérés par AWS. Du coup, CloudWatch, vous allez pouvoir l'utiliser pour voir l'activité de vos utilisateurs en disant tiens, je veux être averti si je dépasse 1 million de requêtes par jour sur tel type de service. Et du coup, vous allez pouvoir avoir une analyse plus fine, faire une métrologie applicative plutôt que de faire une métrologie d'infrastructure pour dire voilà, c'est tombé en panne, faut qu'on répare un serveur. Là, vous avez plus la possibilité de vous concentrer sur votre métier. Voilà, donc on a vu dans les grandes lignes et dans certains cas d'usage comment utiliser Lambda. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tripatouiller avec nos mains à nous. Et donc, pour ceux qui ont le temps, je vous invite à passer à la pratique avec moi tout de suite. Et puis, pour ceux qui n'ont pas le temps, eh bien, je vous dis comme d'habitude, à très bientôt.